sommaire de ce journal, les avis suite à la levée de sanctions du gouvernement envers les 113 enseignants du primaire et 192 du secondaire. Après cette décision du Conseil des ministres hier, on vous propose les impressions de quelques acteurs du système éducatif. Baccalauréat session de juin 2023, où en est-on dans les préparatifs? On fait le point dans ce journal de la visite du directeur de l'office du bac au CEG Bégamin pour s'enquérir de l'inscription en ligne des candidats libres. Et puis, la joie d'être enfant, mais surtout écolier, ils étaient nombreux à la revivre. Des hommes des médias, des chefs d'entreprise et d'autres autorités politico-administratives en kaki. Les vidéos et photos ont fait le tour de la toile. Restez avec nous pour suivre quelques images de cette rencontre des membres du forum Breaking News. C'était là les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Magnanime, clément, bienveillant, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier cet acte du gouvernement. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi a décidé de la levée des sanctions infligées aux 305 enseignants ayant opposé un refus de prendre part à l'évaluation des connaissances de 2018. Ils vont être réintégrés dans la fonction publique. Certains directeurs d'école et enseignants ont exprimé leur avis au micro de Ghislain Poguet et Odette Dossou. C'est une très bonne décision et une très bonne nouvelle également. Vraiment, je tire chapeau pour le PR, pour l'affection du père. Au début, qu'on a sessionné les 305 enseignants, c'était vraiment pénible. On était tous germés. Voir nos collègues de l'autre côté. Donc ça nous a fait vraiment mal. C'est un sentiment de joie. Je suis vraiment très ému. C'est une très belle décision, une décision salutaire. Puisque ces 305 enseignants, bon, hier on était des collègues. Bon, aujourd'hui, maintenant, il a encore amené ses amis et nous serons encore ensemble. Et bon, moi, je vois que c'est une bonne chose. Vraiment, c'est un bon père de famille que nous allons toujours saluer. Il y a aussi des collègues qui attendent leur nouveau statut pour devenir un fonctionnaire d'État. Donc ça a été tranché. Bon, je suis vraiment content de la décision. Nos premiers sentiments sont des sentiments de joie. De joie parce que derrière un seul enseignant se cachent plusieurs personnes. Ça veut dire que le sourire va renaître dans ces foyers-là. C'est aussi une occasion pour que nos collègues qui n'étaient plus avec nous reviennent dans leur maison. Le père de la nation a compris que bon, et c'est des brebis qui étaient partis, donc il a laissé tous les autres, il est allé chercher les brebis égarés pour les ramener à la maison, pour que le cercle de famille soit bien formé. On a bien apprécié, on l'a bien pris, on remercie vivement le chef de l'État. Ceux-là qui étaient en temps sortis de leur fonction, des pères de famille. Maintenant, notre président, après avoir réfléchi, il a vu qu'il faut maintenant les aider. Et là, maintenant qu'il les a encore rappelés, il les a réintégrés dans leur fonction. Moi, j'apprécie beaucoup ça. C'est une très bonne décision. C'est salutaire. Et c'est un bon père de famille. Et un autre acte de bienveillance envers une toute autre couche. Cette fois-ci, le gouvernement vole au secours des populations sinistrées des inondations dans l'arrondissement de DV, commune de Dogbo. Le préfet du Koufo, Christophe Mengbidji, est allé remettre officiellement les dons du gouvernement pour soulager les peines des sinistrés. Ramatou Lawani et Enoch Rompati ont assisté à leur cérémonie. Voici ce reportage. Les populations de DV retrouvent le sourire. Le gouvernement leur vient en aide avec plusieurs vivres, entre autres des sacs de maïs, de haricots, des paquets de sucre, des huiles végétales et du matériel de couchage. Aujourd'hui, pour la population de DV, est un grand jour. Parce que le gouvernement a pensé à la population de DV qui, à un moment donné, a eu des problèmes par rapport à l'eau qui a dévasté tout sur leur territoire. Le président Talon qui a pensé à nous, nous devons le remercier. C'est le lieu de remercier le préfet pour son dévouement, pour son attachement à notre commune, Dogbo en général et DV en particulier.
Cette prompte réaction du gouvernement fait aussi appel à la recherche des solutions d'adaptation au changement climatique. Moi, je voudrais, à votre nom, remercier notre président, Patrice Talon, et tout son gouvernement. Chaque année, nous déplorons ces cas-là. Mais que faisons-nous pour vraiment nous adapter à la situation? Que faisons-nous pour éviter que cela ne nous arrive une autre fois? Je crois que la réflexion est en cours pour que nous n'ayons pas à nous plaindre tout le temps parce que nous nous laissons envahir par l'eau. Depuis 3 ans, nous sommes toujours inondés. Cela fait que nous demeurons pauvres. Nous n'avons plus rien. Dieu merci, le gouvernement s'est souvenu de nous et nous lui disons un grand merci. Pour finir, les autorités ont rassuré que ces dons du gouvernement vont profiter aux vrais bénéficiaires. Et l'Association nationale des communes du Bénin, elle, reste aussi sensible aux cris de détresse des populations sinistrées suite aux dernières inondations. Elle a initié une tournée de solidarité envers ces couches défavorisées. Plus de précisions dans ce reportage signé Jérôme Ongbo. Moustiquaires imprégnés, vivres, kits scolaires et autres. Voilà l'assistance apportée par l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, aux sinistrés de l'Atlantique. C'est d'abord la commune d'Abomey-Calavi. Ces biens viennent un peu consoler votre désespoir et combler en un temps soit peu le vide qui a été créé par cette catastrophe naturelle qui s'est abattue sur votre commune, la commune d'Abomey-Calavi. Je voudrais donc, en son nom, une fois au nom du bureau de l'ANCB, vous transmettre à vous, monsieur le maire, à vos populations, les compassions du bureau de l'ANCB et celles du maire, président de l'ANCB, monsieur Luc Atroko. Ce que nous tirons de ceci, c'est le sens de solidarité que nous lisons à travers ce geste que l'Association nationale des communes du Bénin a fait à l'endroit des populations sinistrées de tout le Bénin, en particulier celle de la commune d'Abomey-Calavi. Le cœur de Luc Atroko, entouré des membres de son bureau, a également parlé à Soava et dans la commune de Zé. Je remercie toute la délégation de l'ANCB et je remercie le président de l'ANCB qui s'est souvenu de nous au niveau de la commune. D'ores et déjà, je prends l'engagement de faire un bon suivi pour une répartition équitable après la remise. La commune de Soava est l'une des communes qui subit la catastrophe naturelle de l'inondation chaque année. Et lorsque cette situation arrive, les populations sont vraiment tourmentées parce que les activités sont bloquées. C'est pourquoi je leur dis encore un sincère merci pour les différents kits qu'ils ont amenés pour soulager les peines des populations. Le conseil communal, par ma voix, exprime cette sincère gratitude à votre endroit, ainsi qu'à l'endroit des partenaires pour les nombreuses actions réalisées dans la commune de Zé par la NCB. Nos gratitudes vont également à l'endroit de son Excellence Patrice Athanase Guillaume, chef de l'État, chef du gouvernement, qui a accordé une attention particulière à notre chère commune. Le regard bienveillant de l'ANCB entend opérer les mêmes actions dans le département du Mono. Comment évoluent les chantiers d'assainissement du cadre de vie au Bénin? La propreté des villes du pays est au cœur de nombreux enjeux. Parmi ceux-ci, la gestion des déchets qui, vous allez le voir, sont en passe de devenir une richesse. Les précisions avec Jean-Claude James, Donatien Falola et Oded Dosso. Le Bénin se métamorphose et l'insalubrité est devenue une préoccupation majeure pour le gouvernement. Depuis 2020, les déchets sont gérés autrement, à commencer par les 800 tonnes générées par Cotonou en une journée. Sur ces 800 tonnes de déchets, on arrivait à sortir de Cotonou 100 tonnes. À ce niveau, nous avons quelques ONG qui étaient organisées au niveau des villes. Et ces ONG ne faisaient que déplacer les déchets
des maisons vers les rues. Donc pour l'année 2021 finissant, nous avons ramassé 405 000 tonnes de déchets que nous avons envoyés sur les sites d'enfouissement. Au niveau de tous les volets que nous gérons actuellement, à savoir la gestion des déchets, le balayage des rues, le curage des ouvrages d'assainissement, nous avons un état des lieux qui n'était pas très réduisant. Le ton de la propreté est donné et produit déjà son effet. Il faut rendre la vie propre. Parce qu'on est pauvre, on doit être sale, non. C'est très important. Je suis trop fier, très heureux de la propreté, ce que le gouvernement souhaite maintenant. J'en suis vraiment fier. C'est une bonne initiative. J'apprécie l'initiative. On doit applaudir le gouvernement en place. Depuis que ça a commencé, la ville est nettement propre. Par exemple, moi, tout à l'heure, j'ai fini de boire de l'eau, mais je n'ai pas voulu jeter parce que ce n'est plus comme avant. Au début, ils étaient réguliers, mais on note de plus en plus de retard à leur niveau. Ils peuvent être réguliers pour que chaque jour, nous ne doivent plus voir des ordures partout, nous sommes là, ce serait bon. Les plaintes proviennent souvent de nos comportements. Vous savez, nous avons 69 zones d'activité au niveau du Grand Nokoué pour la gestion de la précollecte. Et chaque zone a ses jours de service. Parfois, les populations ne sont pas au courant. Bien que les PME les informent d'avance, il y a aussi que parfois les populations sortent tardivement les déchets. Vous savez, nous commençons la précollecte à partir de 6h, 7h et nous finissons à 13h, 14h. Le numéro officiel pour se plaindre, c'est le 99 99 70 09. La gestion des déchets ne concerne plus seulement les villes du Grand Nokoué. Le projet va s'étendre aux autres communes du Bénin avec de belles perspectives pour les années à venir. Notre objectif dans 5 ans, c'est de faire en sorte que 50% des déchets collectés soient valorisés. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons installé sur quelques-uns de nos points de regroupement des unités de tri. Désormais, c'est la SGDS qui gère les bouts de vidange. Et pour cela, le gouvernement a construit 3 stations de traitement de ces bouts. Il y a 2 qui sont complètement achevées, une dans la commune de Sémépoji et l'autre dans la commune d'Abomey-Calavi. La 3e station est en cours d'achèvement à Parakou. Pour réussir la lutte contre ce fléau, la SGDS a décidé de former les enfants aux bons gestes, comme c'est le cas avec plusieurs ONG dont Aedon depuis quelques années déjà. L'objectif à terme est d'avoir des ambassadeurs pour des villes sans déchets. Le projet d'appui au développement de l'agriculture dans le département des Collines, en abrégé PADAC, s'achève cette année. Les différents acteurs impliqués dans sa mise en œuvre se retrouvent pour partager les acquis, ceci à la faveur d'un atelier organisé à Dassazoumen ce mercredi. Bénéficiaires du projet, élus locaux et autorités politiques ont pris part aux travaux. Christian Ganjo, Cadnel Katbo. Le projet d'appui au développement agricole des collines aura duré 6 ans. 6 années consacrées au développement des pratiques agricoles plus durables afin de répondre aux préoccupations quotidiennes des populations rurales. Les femmes sont particulièrement visées par le projet, que ce soit au travers des activités agricoles qu'elles réalisent majoritairement. Je veux citer riziculture, maraîchage, transformation agroalimentaire, mais aussi par leur rôle dans la commercialisation des différents produits qui sont sortis du projet. Autres bénéficiaires du PADAC, les organisations de producteurs, de transformateurs et les ONG de développement rural, sans oublier les collectivités locales avec maintes réalisations. On peut citer de grands aménagements hydro-agricoles au profit de nos différentes communes. On peut citer également des réalisations de boucheries modernes et des aides d'abattage. Nous avons eu droit à des bergeries, nous avons eu droit à beaucoup d'autres infrastructures qui, à coup sûr, impacteront positivement l'économie de nos différentes communes. Nous avons bénéficié, il faut le dire, de l'appui et de l'accompagnement rapproché du ministère de l'Agriculture, du ministère des Finances, etc., et de notre unique bailleur de fonds, l'Agence française de développement. Recevez tous ici nos sincères remerciements.
Pour les différents acteurs du projet, le prochain défi, c'est la pérennisation des acquis. Un suivi sera fait au niveau des communes pour que les infrastructures ne tombent dans la décrépitude. Donc je voudrais compter sur chacun de vous et espérer que les acquis de PADAC seront mieux sauvegardés. Différents engagements ont été pris par les parties prenantes afin de relever ce principal défi. Et d'un projet à un autre, intéressons-nous cette fois-ci à celui financé par le gouvernement et la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, en abrégé BADEA. Il s'agit de la construction des bâtiments de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM d'Abomey. Zulkifle Salami est allé constater le démarrage effectif des travaux un peu plus d'un mois après la remise officielle du site. Le point de cette descente du chargé de mission du chef de l'État avec Christian Ganjo et Kadnel Kakbo. Pas d'éléphant blanc ou de livraison d'infrastructures en retard. C'est un principe sacro-saint chez Zulkifle Salami, décliné en actes à travers cette descente à l'UNESTIM d'Abomey. Je suis venu vérifier comment évoluer le projet pour pouvoir satisfaire la BADEA. Parce que la BADEA, si elle est satisfaite, elle nous donnera davantage de ressources. Donc il est important de rencontrer tous les acteurs sur le terrain, l'assise, l'entrepreneur, le bureau d'études, qui nous ont fait des exposés magistraux, techniques et de qualité sur l'évolution des travaux. C'est un projet qui est financé à hauteur de 91,5% par la BADEA et 8,5% budget national. C'est estimé à environ 9 milliards 270 millions. Le site qui abrite le projet est un domaine de 30 hectares. Le projet actuel occupe environ 20% du domaine. Un domaine sur lequel seront construits dans une quinzaine de mois des infrastructures pédagogiques ainsi que des blocs administratifs et résidentiels au profit de la communauté universitaire d'Abomey. On va essayer de voir avec l'assise, avec l'entreprise CMM en séquence, accélérer le dégagement pour que réellement le site soit entièrement vide et remis aux constructeurs. Je remercie la BADEA parce que la BADEA a pris fait et cause pour le secteur éducatif au Bénin. C'est le lieu de remercier le chef de l'État pour la visite, la vision qu'il a clairement exprimée sur le rôle fondamental de l'enseignement professionnel et technique dans le développement de notre pays. Après l'UNESTIM d'Abomey, Zulkifle Salami est attendu à l'Université nationale d'agriculture de Kétou la semaine prochaine. Les travaux de construction de l'UNESTIM d'Abomey sont donc prévus pour un délai de 15 mois. En attendant, en juin prochain va se tenir l'examen du bac et du côté de l'Office du baccalauréat, les préparatifs se poursuivent pour une organisation réussie. Ce mercredi 19 janvier, le directeur de l'Office du baccalauréat était au CEG Bégamin. Il est allé s'enquérir de l'évolution du processus d'inscription en ligne des candidats libres. Compte rendu Marcel Betoro, Rodrigue Blandoumain. Processus défini, frais de dossier fixés, date limite de dépôt des candidatures connues, toutes les dispositions sont prises pour faciliter les inscriptions des candidats, notamment des candidats libres au baccalauréat édition 2023. L'inscription se passe en 3 étapes. La première étape, c'est l'inscription en ligne du candidat. Après la première étape, il faut que le candidat aille faire le paiement à la banque. La troisième étape qui est à notre niveau ici, c'est la validation. Les pièces qui sont vraiment nécessaires, c'est la photocopie légalisée du BEPC. Et pour être candidat libre, il faut avoir été au bac au moins une fois. Nous avons donné la possibilité à ceux qui n'ont pas été au bac une fois et qui ont une attestation de travail. Et dès que le dossier est validé, on leur délivre une quittance ou bien un bordereau qu'ils peuvent ramener pour prendre leur numéro de table. Les candidats officiels payent 6 000 et les candidats libres payent 8 000. Mais il faut distinguer aussi les étrangers. S'ils ont des difficultés, l'Office du bac, nous sommes très prompts pour réagir, pour aider ceux qui ont des difficultés, que ce soit à l'Office du baccalauréat ou bien que ce soit au niveau des pôles installés dans les départements. Les inscriptions démarrées depuis le 25 décembre 2022 se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 27 janvier prochain. Parlant de la date de clôture, vous savez qu'à l'Office du baccalauréat, on est très rigoureux.
C'est le vendredi 27 janvier 2023 à 17h30 rigoureusement. Cela fait 45 jours pour l'instruction. Aucun retard ne sera toléré. Moi-même, je vais me transporter dans plusieurs centres parce que c'est tout le pays qui est en marche. Dans le rang des potentiels candidats, on note une totale satisfaction. Il y a des équipes sur le terrain et tout ça se déroule normal. Apparemment, avec les paiements de quittance, on a pu payer en ligne et puis tout s'est bien passé quand même. La machine est en marche pour une bonne organisation du baccalauréat, édition 2023. Un tout autre registre à présent dans ce journal, parlant de l'autorité du bassin du Mono, née de la volonté du Bénin et du Togo de se mettre ensemble pour assurer la gestion des ressources du fleuve Mono. Après la parenthèse Covid, les acteurs et les parties prenantes se retrouvent à Cotonou pour les travaux de la 5e session ordinaire du Conseil des ministres, occasion pour les deux pays d'examiner, d'adopter le rapport d'activité de l'année écoulée et d'approuver le plan de travail et le budget annuel exercice 2023. Plus de précisions avec Renaud Akako et Igor Ayoso. Cette 5e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Mono est l'illustration du grand intérêt que le Bénin et le Togo accordent à la cogestion des ressources du fleuve Mono. À l'issue de 3 jours d'un travail acharné, le comité technique des experts a élaboré des projets de résolution et des recommandations. Il est question, au cours de cette session, de soumettre à l'approbation du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Mono l'ensemble des documents élaborés. Je voudrais d'ores et déjà remercier le comité technique des experts de l'ABM des deux pays pour le travail abattu. Je ne doute aucun instant que les résolutions que nous aurons à prendre à l'issue de leur travail marqueront de façon irréversible la vie de notre institution. J'exhorte la direction exécutive à continuer dans ses efforts de recherche pour la mobilisation du financement auprès des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre des différents projets et programmes identifiés pour le bien-être des populations riveraines de nos deux pays. Faire du bassin transfrontalier du Mono un espace dans lequel les écosystèmes sont mieux gérés, l'initiative lancée le 30 décembre 2014 par les chefs d'État du Bénin et du Togo est promise à un bel avenir, à en croire le ministre béninois de l'eau et des mines. Il apparaît évident que la machine de coopération entre nos deux États pour la gestion des ressources en eau du bassin du Mono et l'intégration régionale est en bonne voie. Je reste donc persuadé que les différentes résolutions de la présente session du Conseil des ministres permettront à l'ABM d'avancer dans son élan de développement institutionnel et de renforcer davantage son cadre de gouvernance et de gestion durable des ressources naturelles de notre fleuve commun pour le bonheur des populations riveraines du Togo et du Bénin. D'une superficie de 24 300 km², le bassin du Mono couvre une population estimée à plus de 4 millions d'habitants et est au cœur depuis plusieurs années d'importants projets comme le bouclier Mono ou encore l'initiative régionale pour l'eau et l'environnement. Sur une centaine d'organisations non gouvernementales, elles sont 20 à avoir signé des protocoles d'accord avec l'État béninois sous la codirection du ministère de la Justice et celui des Affaires sociales. Le choix fait suite à un processus de sélection sur la base de critères bien définis. À la cérémonie qui a consacré ces ONG, les différents intervenants ont expliqué toute la procédure. Suivons ici l'essentiel avec Patrick Diossou et Petroni Lokoso. Ce jour, jeudi 19 janvier 2023, signature et remise officielle des protocoles d'accord cadre. Mes vives et chaleureuses félicitations aux 20 ONG pour le travail remarquable que vous avez accompli avec sérieux et abnégation dans vos domaines d'activité respectifs. La signature d'un protocole d'accord avec l'État permet aux ONG nationales éligibles de bénéficier, conformément aux tests en vigueur, pendant une période de 3 ans, d'un certain nombre d'avantages, notamment des mesures d'exonération fiscale et douanière nécessaires au renforcement de leurs capacités. Que l'accord cadre nous permette, au-delà des droits de porte, de bénéficier des exonérations par rapport à la fiscalité intérieure, notamment la taxe sur la valeur ajoutée qui vient corser les coûts de réalisation de nos infrastructures au profit des populations.
L'État s'engage à vous accorder de multiples facilités, au nombre desquelles des appuis techniques et administratifs. Ces appuis du gouvernement béninois aux organisations de la société civile témoignent une fois encore de l'engagement réel et constant du président de la République à accompagner toute initiative qui concourt à l'atteinte des objectifs du pilier 3 du programme d'action du gouvernement intitulé « Accroître durablement le bien-être social des populations ». Il y a quelques jours, les diabétiques et leurs proches ont fait face à une absence d'insuline dans les officines. Aujourd'hui, bonne nouvelle, tout rentre finalement dans l'ordre. Le liquide est désormais disponible. Suivons ensemble les précisions du directeur général de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique. Il est au micro de Jean-Claude James. Avant tout propos, je voudrais déjà dire toutes mes compassions à nos compatriotes souffrant du diabète et qui, depuis quelques semaines, ont été confrontés à cette difficulté d'avoir leurs médicaments sur le territoire national. Et je voudrais dire que c'est une situation globale. Elle n'est pas que liée à notre circuit ici au Bénin. C'est une rupture qui est intervenue au niveau de ceux qui fabriquent, donc les fabricants, et donc ce qui nous a impacté malheureusement depuis un certain temps. Je voudrais vous donner la bonne nouvelle que depuis le début du mois de janvier, nous avons reçu successivement à travers 3 ou 4 grossistes de notre pays des stocks. Donc aujourd'hui, nous avons distribué sur le territoire national environ 3500 boîtes. Nous avons constitué également de petits stocks tampons qui nous permettront donc en cas d'urgence également de réagir de façon prompte et efficace. Nous pouvons vous rassurer qu'aujourd'hui, les diabétiques peuvent être vraiment tranquilles parce que nous avons une quantité quand même qui permet de pouvoir couvrir les besoins. Et en dehors de ça, nous avons d'ici ce week-end ou en début de semaine prochaine un stock d'environ 15 000 boîtes donc qui sera encore livré sur le marché béninois. En principe, les consignes ont été données. Nous avons travaillé à la répartition pour que dans chaque localité, dans chaque région, qu'il y ait le minimum nécessaire pour que les patients n'aient même pas à parcourir de longues distances pour pouvoir avoir accès à l'insuline. La solution radicale définitive, c'est de pouvoir produire sur place, mais vous savez que c'est très complexe. Donc, ce que nous pouvons envisager, c'est vraiment d'anticiper donc sur ces situations-là, d'anticiper sur les tensions au niveau mondial et de constituer des stocks de réserve. C'est déjà de remercier tous les acteurs du secteur de la santé pour toutes les diligences qui ont été faites pour que nous puissions détendre un peu la situation et remercier également les patients, les préposés, les parents pour la patience. À présent dans ce journal avec le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat qui accueille l'exposition Art du Bénin d'hier et aujourd'hui de la restitution à la révélation. Une exposition qui a cours du 18 janvier 2023 au 15 mai de cette année. En prélude à l'ouverture de l'exposition, un vernissage a eu lieu mardi dernier. Retour sur quelques images avec Ariane Da Silva. Une délégation du Bénin au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain à Rabat au Maroc. C'est dans ce musée, inauguré en 2014 et inscrit dans la politique royale visant à doter le royaume d'équipements culturels de haut niveau, que seront exposées pendant plusieurs mois des œuvres béninoises. Il s'agit d'œuvres de 34 artistes qui célèbrent la vitalité et la vivacité de l'art contemporain du Bénin. Au vernissage, acte qui marque le lancement de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation, volet contemporain, le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture et une équipe d'experts. L'histoire contemporaine du Bénin a été racontée aux visiteurs. Et donc on a la représentation ici de la variole. Le Lemba étant le dieu de la protection, c'est un artiste qui travaille beaucoup
la matière. La matière est un élément très important. Pour préparer ces toiles, il va les mettre à l'épreuve du temps, la pluie, le soleil. Cette exposition s'inscrit dans la dynamique engagée par le Bénin pour la valorisation de sa création contemporaine. Dans cette dynamique, le Maroc est le premier pays à accueillir les œuvres d'art contemporain du Bénin, signe du renforcement des relations entre les deux pays. Et puis j'en parlais tantôt en titre, les membres du forum Breaking News, un groupe virtuel, se sont donné rendez-vous il y a quelques jours. Un rendez-vous pour revivre une expérience des plus inédites, la joie d'être enfant mais surtout écolier. Tout ceci s'est passé dans un seul dress code, la tenue kaki des années scolaires, un look qui leur a permis de se remémorer cette période de leur enfance. Suivons ensemble ces quelques images captées pour vous. Retour à l'école de base des membres du forum d'échange et de discussion Breaking News. Une soirée de retrouvailles entre amis sur un concept très original. Il retient toutes les attentions et suscite beaucoup d'intérêt depuis quelques jours. Opérateurs économiques, acteurs politiques, entrepreneurs, journalistes et communicateurs, les membres du forum Breaking News se sont prêtés au jeu avec beaucoup de joie. Après des nuits tout entières. Dictée, calcul mental, pause récréative, goûter, détente, de l'animation en classe avec des chants et de la poésie. Qui te fera l'affaire que tu voudras. Les paroles magiques troublaient l'ennemi qui disparaît. Connais-tu mon beau village? Frédéric Bataille. Tout un programme d'activités qui replonge dans l'enfance. Se mettre dans la tenue kaki pour se remémorer en acte réel ces instants de l'école de base. Tel est le challenge de cette initiative. Le jeu en vaut la chandelle, vu tous les intérêts qu'il suscite depuis quelques jours dans tout le pays et même au-delà des frontières. C'est sur ces belles images que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente nuit à toutes et à tous.